Un pas de plus dans l'éloignement. Le Mali et le Niger ont dénoncé hier en même temps les conventions fiscales passées avec la France. Depuis une cinquantaine d'années, elles permettaient d'éviter aux particuliers comme aux entreprises les doubles impositions et de s'acquitter de leurs impôts dans un seul des deux pays. Une mesure économique censée renflouer les caisses de ces deux États, mais aussi, David Bachet, une mesure très politique. Oui, cette double dénonciation constitue d'abord un énième message de défi adressé à Paris. Les autorités maliennes de transition et le CNSP nigérien la justifient par l'attitude hostile persistante de la France. Aucun détail, mais l'argument est récurrent et fait toujours mouche auprès des soutiens des militaires qui ont pris le pouvoir dans ces deux pays. Après la dénonciation des accords de défense ou encore la suspension réciproque des délivrances de visas pour ce qui concerne le Mali, la suppression de ces conventions fiscales est une nouvelle étape du détricotage des liens unissant ces pays à la France. Alors, éloignement d'un côté avec la France, rapprochement entre ces États de l'autre. Oui, après avoir lancé il y a 2 mois et demi l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont annoncé il y a 3 jours leur volonté de créer une confédération. Les 3 pays multiplient les actes de rapprochement en supprimant les conventions fiscales qui les lient à la France. Le Mali et le Niger se mettent en harmonie avec le Burkina qui avait déjà pris cette décision au mois d'août. Fait inhabituel et notable, Bamako et Niamey ont fait leur annonce ensemble dans un communiqué conjoint. Le week-end dernier, c'est le Niger et le Burkina qui s'étaient mis en conformité avec le Mali en quittant la coalition militaire du G5 Sahel. Mais cette décision n'est pas seulement politique. En rompant ces conventions fiscales, Bamako et Niamey entendent combler, je cite, un manque à gagner considérable pour le Mali et le Niger. Les conséquences seront multiples pour les entreprises et les particuliers français travaillant dans ces deux pays, mais également pour leurs propres ressortissants installés en France. L'organisation anti-djihadiste G5 Sahel semble désormais vouée à disparaître, 9 ans après sa création. La Mauritanie et le Tchad ont ouvert la voie à une dissolution de l'Alliance G5 Sahel après le retrait des 3 autres membres, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Créée en 2014 pour faire face au djihadisme et aux autres défis de la sous-région, le sort de cette alliance mal en point paraissait scellé avant même l'annonce du retrait de la junte malienne en 2022. Les pays membres avaient mis sur pied en 2017 une force militaire conjointe dont l'efficacité est restée très limitée. La violence a continué à se propager, faisant des milliers de morts civils et combattants et des milliers de déplacés. Elle a fortement contribué à l'instabilité politique et à une succession de coups de force. Le Burkina et le Niger ont annoncé samedi avoir décidé en toute souveraineté de se retirer de l'ensemble des instances et organes du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Une décision qui a pris effet dès le 29 novembre, indiquait-il dans un communiqué conjoint. Selon Ouagadougou et Niamey, l'organisation peine à atteindre ses objectifs, minée par des lourdeurs institutionnelles, des pesanteurs d'un autre âge. Après le Mali qui a claqué la porte du G5 Sahel dès l'an passé, après le Niger et le Burkina Faso qui l'ont rejoint ce week-end, la force antiterroriste conjointe n'était donc plus qu'une coquille quasi vide. Résultat, la Mauritanie et le Tchad, les 2 derniers membres en ont tiré les conséquences. David Bachet, un communiqué commun signé hier entre Nouakchott et N'Djamena annonce la fin officielle de ce G5. Créé en 2014, le G5 n'était plus qu'un G4 depuis le départ du Mali il y a 1 an et demi. Réduit à G2 samedi dernier, il a finalement été réduit à néant par ses 2 derniers membres, la Mauritanie et le Tchad, qui annoncent la mise en œuvre du processus de dissolution du G5. La Mauritanie et le Tchad rappellent qu'en 9 ans, le G5 a permis la création d'une force militaire conjointe, d'un centre de formation à la lutte antiterroriste ou encore d'un collège de défense. Sur le terrain, les réalisations du G5 et notamment de sa force conjointe sont pourtant restées très limitées. Fin octobre, l'Union européenne, l'un des principaux bailleurs du G5, avait de surcroît décidé de suspendre une grande partie de ses financements. Mais ce n'est pas pour son bilan mitigé que le Mali, puis le Niger et le Burkina ont déserté le G5. Les autorités issues de leurs coups d'État militaires respectifs considèrent que le G5 était instrumentalisé au service d'intérêts étrangers. Une référence à peine voilée à leur ennemi commun désigné, la France. Bamako, Niamey et Ouagadougou ont créé de leur côté l'Alliance des États du Sahel, un pacte de défense doublé d'objectifs politiques. Sans rancune, la Mauritanie et le Tchad assurent qu'ils poursuivront leurs efforts avec tous les pays du Sahel.
C'est officiellement terminé pour la MINUSMA après 10 années passées sur le territoire malien. Le drapeau de l'ONU a été abaissé lors de la cérémonie de départ qui s'est tenue dans son quartier général à Bamako en présence de nombreux officiels des Nations Unies. L'occasion pour le chef de la MINUSMA de relativiser le bilan de la mission, qualifié d'échec par le gouvernement malien et vivement critiqué par la population. Nous partons avec la conviction d'avoir fait tout ce qui était en notre pouvoir pour exécuter le mandat donné à la mission, fiers de ce que nous avons pu accomplir, mais aussi lucides quant aux limites de notre action. Outre Bamako, la MINUSMA doit fermer les sites de Gao et Tombouctou dans le nord du pays, ce qui doit normalement être fait dans les prochaines semaines. Nous allons nous efforcer de raccourcir les délais pour la liquidation de la MINUSMA, car nous souhaitons concentrer sur un nouveau chapitre entre la ONU et le Mali. Nous souhaitons travailler étroitement avec vous dans cette nouvelle étape dans laquelle les Nations Unies pourront appuyer les efforts du Mali en matière de développement, d'éducation, de démocratie ou encore de droits humains. Avec plus de 180 membres tués dans des attaques de djihadistes, la MINUSMA est la mission de l'ONU qui a été la plus touchée ces dernières années. Malgré ses pertes humaines et un budget annuel de plus d'1 milliard de dollars, la mission n'a pas réussi à atteindre son objectif de mettre fin au djihadisme dans le pays. L'organisation anti-djihadiste G5 Sahel semble désormais vouée à disparaître, 9 ans après sa création. La Mauritanie et le Tchad ont ouvert la voie à une dissolution de l'alliance G5 Sahel après le retrait des 3 autres membres, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Créée en 2014 pour faire face au djihadisme et aux autres défis de la sous-région, le sort de cette alliance mal en point paraissait scellé avant même l'annonce du retrait de la junte malienne en 2022. Les pays membres avaient mis sur pied en 2017 une force militaire conjointe dont l'efficacité est restée très limitée. La violence a continué à se propager, faisant des milliers de morts civils et combattants et des milliers de déplacés. Elle a fortement contribué à l'instabilité politique et à une succession de coups de force. Le Burkina et le Niger ont annoncé samedi avoir décidé en toute souveraineté de se retirer de l'ensemble des instances et organes du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Une décision qui a pris effet dès le 29 novembre, indiquait-il dans un communiqué conjoint. Selon Ouagadougou et Niamey, l'organisation peine à atteindre ses objectifs, minée par des lourdeurs institutionnelles, des pesanteurs d'un autre âge. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, chers collègues, en novembre 2017, à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, le président Emmanuel Macron avait ouvert son discours en annonçant qu'il n'y avait plus de politique africaine de la France. Et le 23 février 2023, à l'Élysée, à la veille d'un déplacement sur le continent, il confirmait « Ces mots sont toujours d'actualité ». Eh bien, une fois n'est pas coutume, je dois reconnaître que le président de la République a magistralement résumé la situation. Il n'y a plus, en effet, de politique africaine de la France. Sous Emmanuel Macron, celle-ci a disparu. Elle s'est envolée, volatilisée dans un magma d'erreurs, d'incohérences et de contradictions dont la sinistre mésaventure nigérienne de ces derniers mois aura été le point d'orgue. Les premiers à en prendre bonne note, et comment pourrait-il en être autrement, sont les Africains eux-mêmes, qui ne peuvent que constater l'effacement de l'influence française sur le continent. Contrairement au président de la République, je crois quant à moi que la disparition de sa politique africaine constitue un drame pour la France et une très mauvaise nouvelle pour l'Afrique. Comme je n'imagine pas que l'inscription de ce débat à l'ordre du jour par le gouvernement vise à instruire le procès en incompétence du président Macron, ni que le terme de partenariat renouvelé ne reflète une quelconque volonté de mettre un terme à ce qui nous sert depuis 6 ans de politique étrangère, permettez-moi de me tourner vers l'avenir et, dans la suite de mon discours de N'Djamena de mars 2017, de vous exposer ce que devrait être et ce que sera, si les Français le décident, la politique africaine de la France.
Avant cela, il nous faut cependant prendre acte du tsunami qui nous a frappés. Du coup d'État malien d'août 2021 à celui de Libreville le 30 août dernier, en passant par la Guinée-Conakry, le Burkina Faso et le Niger, ce qui s'est passé en Afrique francophone s'apparente à un mouvement tectonique profond. Ce qui fut notre zone d'influence et de solidarité prioritaire a basculé dans une nouvelle ère. Une ère marquée en premier lieu par la défiance croissante de l'Afrique tout entière vis-à-vis d'un multilatéralisme pensé à Washington et à Bruxelles selon des conceptions mondialistes et uniformatrices. Malheureusement, la France a sous-estimé l'importance de ce nouveau contexte et la capacité effective de subversion de son dispositif par ses compétiteurs, comme elle a sous-estimé les attentes africaines à l'égard d'un monde multipolaire qui lui donne plus que jamais le loisir de choisir ses amis, ses partenaires et, si nécessaire, ses protecteurs. La politique menée ces dernières années au Sahel en est peut-être la plus visible illustration. Malgré le professionnalisme et le courage de notre armée, à qui je rends ici un hommage appuyé, Emmanuel Macron a surestimé notre capacité à changer la donne stratégique dans la région. Et je ne parle pas de sa volonté d'externaliser une partie de notre diplomatie à l'Union européenne, dont le rôle joué dans cette région est là aussi un échec. Plus grave, cette stratégie va à l'encontre même des intérêts de notre pays. Malgré ce constat accablant, comme j'aime à le répéter, il n'y a pas de fatalité. Dans ce domaine aussi, d'autres choix politiques peuvent aboutir à d'autres résultats. Il y a en revanche une forme d'urgence, car nos compétiteurs ne nous attendent pas. Et comme il est compréhensible, les Africains se tournent vers les puissances qui paraissent le plus en mesure de leur apporter les soutiens dont ils ont besoin. Néanmoins, notre pays dispose sur le continent d'un capital d'histoire et de langue partagée dont j'ai la conviction qu'il nous permet toujours de nous inscrire dans le temps long de l'Afrique et de ne pas désespérer. J'entends donc proposer ma vision d'une relation entre la France et l'Afrique qui récuse les repentances infondées et les nostalgies d'antan. Avec la même conviction, je récuse l'inscription de la relation franco-africaine dans un cadre multilatéral désincarné qui impose au continent des modèles politiques, économiques et même anthropologiques qui ne tiennent pas compte de son génie propre. Comme je l'ai dit à cette même tribune il y a tout juste un mois, que ce soit en Afrique ou dans d'autres régions du monde, la politique étrangère de la France doit s'enraciner sur la reconnaissance préalable de deux certitudes. L'existence des nations participe à la diversité du monde et donc à la richesse de l'humanité. Et la considération des peuples et le respect des nations sont des principes essentiels à la paix et à l'harmonie du monde. Vous le savez, c'est cette réflexion sur les relations internationales et en particulier les relations entre la France et les pays africains qui m'ont amené à rédiger une déclaration des droits des peuples et des nations, outil juridique qui pourrait venir demain compléter le droit international. Entre l'utopie d'une coopération aseptisée par la médiation d'un multilatéralisme anonyme et une France-Afrique qui ne peut et ne doit plus exister, j'ai la conviction qu'il y a la place pour créer entre nos pays une relation adulte, basée sur la prise en compte des réalités et des intérêts légitimes dont les grands principes sont précisément contenus dans cette déclaration. C'est aussi cette conviction qui m'a amené, il y a plusieurs mois, à proposer à l'occasion de mon voyage au Sénégal que l'Afrique bénéficie d'un siège de membre permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Je réaffirme ici, comme je l'avais fait devant feu le président Déby, que si je veux que l'Afrique soit la première des priorités internationales de la France, ce n'est ni par charité, ni par cupidité. C'est tout simplement parce que notre intérêt commun rencontre notre amitié réciproque. La France doit avoir une politique africaine et au sein de celle-ci des priorités et des alliances privilégiées avec ses amis historiques. Par son histoire, son savoir-faire technique, ses moyens et pour une large partie du continent, sa langue, la France peut accompagner positivement le processus de construction et de consolidation des États-nations africains en se basant sur le respect dû à nos partenaires quant au choix souverain de leur politique et de leur modèle de développement. Sur ce sujet, nous devons être clairs. La non-ingérence dans les affaires intérieures des États souverains doit être notre règle d'action. J'ai d'ailleurs souhaité consacrer solennellement ce principe dans l'article 3 de la Déclaration des droits des peuples et des nations, qui dispose que les États déterminent librement les éléments de leur statut politique
et poursuivent leur développement selon leur volonté propre et sans ingérence extérieure. À titre d'illustration, je considère que l'implication directe de l'armée française sur le terrain devrait et devra répondre à des objectifs politiques et stratégiques précis, être limitée dans le temps et disposer d'un horizon de retrait clairement défini. J'entends aussi que cessent les incohérences diplomatiques qui alimentent l'incompréhension des populations africaines à notre égard. La France ne peut pas à la fois accepter la situation institutionnelle créée au Tchad après la mort du président Idriss Déby, tout en condamnant le Mali d'Assimi Goïta, en reconnaissant la junte du colonel Damiba au Burkina Faso, en envisageant de faire la guerre au régime nigérien via la CEDEAO et en donnant son feu vert au coup d'État mené au Gabon par le général Brice Oligui Nguema. Il arrive un moment où les subtilités théoriques se transforment en arguties rhétoriques qui finissent en douloureuses contorsions et fait le lit du sentiment de deux poids, deux mesures. Je le dis sans ambages, si nous ne sommes plus compris de nos amis africains, dans les chancelleries comme dans la rue, c'est parce que nous ne sommes tout simplement pas compréhensibles. Ce qui revient à dérouler un tapis rouge à toutes les interprétations et manipulations de nos concurrents. Or, pour comprendre les enjeux, être compréhensible pour nos partenaires, bref, pour mener une politique étrangère digne de ce nom, nous avons besoin d'experts. Cela nécessite de renforcer la formation des diplomates, d'agents de renseignement et de militaires aux relations bilatérales et non de mettre en place une absurde réforme du corps diplomatique. Je note d'ailleurs que la question des moyens humains est assez longuement évoquée dans le rapport de nos collègues Fuchs et Tabarot. Aujourd'hui, peut-être même plus qu'hier, les enjeux communs que j'évoquais plus haut, les sujets où les intérêts de la France et ceux des pays africains convergent, ne manquent pas. Démographie, énergie, environnement, sécurité. Devant une telle liste, l'absence de politique africaine revendiquée par le président de la République apparaît comme une absurdité, une incongruité, j'ose dire, une faute politique. Alors que le continent a dû faire face au choc de la pandémie, puis aux effets dévastateurs de l'inflation induite par la guerre en Ukraine et la désorganisation des marchés alimentaires, il est temps que la France renoue avec une politique africaine qui constituera le cadre des partenariats qu'elle... Juste rappeler à Monsieur le Président que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de ce qui a été fait en Libye. Cette intervention en Libye où vous avez oublié, quand je parle de vous, je ne parle pas de votre personne, je parle de votre position. Vous avez oublié l'existence de l'Union africaine. Monsieur le Président, vous l'aimez le dire. Nous sommes au Mali pour aider le Mali. Si nous n'étions pas venus au Sahel, il n'allait pas avoir de gouvernement actuellement au Mali. J'ai envie de vous dire que si ce n'était pas les Africains, il n'allait pas avoir de France aujourd'hui. Proposera en toute transparence à nos amis africains. Une politique africaine qui réponde à une définition clarifiée de nos intérêts dans cette partie du monde. En particulier la prévention des migrations, la sécurisation de nos ressortissants, la dynamisation de la francophonie et le développement de nos échanges commerciaux qui sont scandaleusement insuffisants. Je rappelle en effet que la zone franc ne représente que 0,6% du commerce extérieur français. Et puisque j'évoque la francophonie, permettez-moi de m'arrêter quelques instants dessus. La francophonie est en effet l'autre grande réalité humaine qui doit structurer notre partenariat avec l'Afrique, car elle trouve sur le continent africain un cadre de développement naturel. La francophonie n'est pas à mes yeux la roue de secours de l'influence française. Comme le disait Léopold Sédar Senghor, la francophonie est un mode de pensée et d'action, un canal naturel de dialogue et d'échange pour les pays ayant le français en partage et pour près de 300 millions d'hommes et de femmes de par le monde, dont beaucoup vivent sur le continent.
La francophonie est essentielle parce qu'elle apporte au monde en termes de préservation de la diversité culturelle et linguistique, mais elle doit apparaître aussi comme directement utile à la jeunesse africaine. Au-delà de la langue, qui doit bien sûr servir à promouvoir les coopérations éducatives, scientifiques, universitaires, techniques, la francophonie devra être la base du développement d'une véritable union francophone, dont j'ai d'ailleurs eu l'occasion de présenter les grandes lignes durant la campagne présidentielle, avec notamment un volet économique et financier comportant la création d'une banque de développement de la francophonie, à laquelle serait adjointe une agence francophone de promotion de l'industrialisation en Afrique. Cette agence pourrait notamment relancer l'initiative portée il y a quelques années par Jean-Louis Borloo d'électrification de l'Afrique. À plus court terme, je suis convaincu qu'il faut dépasser la notion d'aide publique au développement, qui est une notion étroitement budgétaire, pour redonner tout son lustre au concept de coopération. La coopération rénovée, c'est notamment la promotion des investissements pour aider l'Afrique à réussir son industrialisation et sa montée en gamme technologique et productive. Pour l'aider dans cette voie, il manque aujourd'hui à la France un ministère de la coopération qui assure la tutelle effective de l'Agence française de développement et qui donnerait des impulsions conformes à une loi d'orientation de 5 ans qui devrait être votée après un large débat. Cette loi devrait notamment avoir pour objectif de donner un avenir à la jeunesse africaine sur le sol africain. Que les choses soient claires, l'avenir de la jeunesse africaine ne peut et ne doit pas être la migration. Il est urgent de mettre un terme à la situation mortifère que nous constatons depuis des années. Sur ce point, je reprends avec constance les mots que j'adressais aux Africains à N'Djamena en 2017. Ceux qui partent sont souvent dynamiques et audacieux. C'est la sève vitale de vos peuples qui s'échappe, alors que vous avez tant besoin d'eux pour relever les innombrables défis de l'avenir. Leur faire croire le contraire est non seulement dangereux pour eux, mais aussi à l'opposé de la volonté du peuple français, au nom duquel, je vous le rappelle, chers collègues, nous légiférons. Nous avons donc, Français et Africains, dès maintenant, la responsabilité de tout faire pour voir aboutir un cercle vertueux qui amènera 2 milliards d'Africains à vivre de leur travail selon leurs valeurs propres, leur propre identité et leur propre culture sous la gouvernance d'États stables. C'est l'intérêt de la France, c'est l'intérêt des pays africains et c'est plus largement une nécessité pour la stabilité du monde. Partant de ces intérêts de notre pays en Afrique, intérêts que nous n'avons pas à cacher parce qu'ils sont légitimes et donc compréhensibles par tous, découleront des objectifs logiques, des politiques publiques cohérentes et des moyens adaptés. La politique africaine de la France doit redevenir une réalité. Et nous donner ainsi un réel instrument de solidarité internationale et un outil de rayonnement et de sécurité au bénéfice partagé de l'Afrique, de notre pays et d'une histoire commune. Après 6 ans de macronisme et une telle dégradation des relations entre la France et les peuples et nations africaines, je n'ai pas un mot à enlever à mes propos adressés aux Africains. Travaillons ensemble dans le respect et la confiance à la construction d'un futur qui verra nos peuples vivre dignement chez eux, tout en s'ouvrant d'autant mieux les uns aux autres qu'ils seront qui ils sont, d'où ils viennent et où ils vont. Je vous remercie. Je vous remercie. Ah